après m'être camé à intervalles irréguliers, que si je n'avais jamais été drogué. Quand on arrête de se développer, on commence à mourir. Un drogué n'arrête jamais de se développer. La plupart des utilisateurs laissent tomber périodiquement, ce qui implique un rétrécissement de l'organisme et le remplacement des cellules qui dépendent de la cam. L'utilisateur est dans un état constant de rétrécissement et de développement, selon son cycle journalier piqûre, besoin de la piqûre. La plupart des drogués ont l'air plus jeunes qu'ils ne le sont. Des savants ont récemment fait des expériences avec un verre qu'ils ont été en mesure de rétrécir en le privant de nourriture. En rétrécissant périodiquement le verre afin qu'il soit en état de développement continu, la vie du verre s'est prolongée indéfiniment. Peut-être que si un camé pouvait se maintenir dans un état constant de renonce, il vivrait jusqu'à un âge phénoménal. La cam est une équation cellulaire qui enseigne à l'utilisateur des faits d'une valeur générale. J'ai énormément appris en utilisant la cam. J'ai vu la vie mesurée dans des gouttes de solution de morphine. J'ai vécu la privation atroce du sevrage et le plaisir du soulagement lorsque les cellules assoiffées de cam boivent à la seringue. Tout plaisir n'est peut-être que dans le soulagement. J'ai appris le stoïcisme cellulaire que la cam enseigne à l'utilisateur. J'ai vu une cellule de prison pleine de camés malades, silencieux et immobiles dans leur misère individuelle. Ils savaient la vanité de se plaindre ou de bouger. Ils savaient que fondamentalement, personne ne peut aider personne. Personne ne possède de clés, de secrets qu'il pourrait vous révéler. J'ai appris l'équation de la cam. La cam n'est pas, comme l'alcool ou l'herbe, un moyen de jouir davantage de la vie. La cam n'est pas un plaisir, c'est un mode de vie. Ma première expérience de la drogue remonte à la guerre, vers 1944 ou 1945. À cette époque, je n'avais jamais pris de cam, et il ne m'était pas venu à l'esprit d'y toucher. Je me mis en quête d'un acheteur pour les 2 articles, et c'est ainsi que je fis la connaissance de Roy et d'Herman. Quelques jours après avoir fait leur connaissance, j'utilisai une sirette et je fis ma première expérience de la cam. Une sirette ressemble à un tube de dentifrice, muni d'une aiguille. On enfonce une épingle dans l'aiguille. L'épingle perfore le seau d'étanchéité et la sirette est prête à l'emploi. La morphine affecte d'abord la face postérieure des jambes, puis la nuque en une onde décontractante qui gagne tout le corps, relâchant les muscles, si bien que vous avez l'impression de flotter sans contour comme dans de l'eau chaude salée. À mesure que cette onde décontractante se répandait dans mes tissus musculaires, j'éprouvais un sentiment de frayeur de plus en plus intense. Il me semblait qu'une vision effrayante se trouvait juste au-delà de mon champ visuel, se déplaçant quand je tournais la tête, de sorte que je ne la voyais jamais tout à fait. J'eus la nausée. Je m'allongeai et fermai les yeux. Une série d'images se succédaient, comme dans un film. Un immense bar éclairé au néon qui grandissait jusqu'à englober les rues, la circulation, les travaux de voirie, une serveuse portant un crâne sur un plateau, des étoiles dans le ciel clair. Le choc physique de la peur de mourir. L'arrêt de la respiration, de la circulation du sang. Je m'assoupis, puis m'éveillai dans un sursaut de frayeur. Le lendemain matin, je vomis et me sentis nauséeux jusqu'à midi. Je me piquais de temps à autre, mais j'étais encore loin d'être vraiment intoxiqué. Vers cette époque, j'emménageais dans un appartement de Lower East Side. C'était un logement modeste dont la porte d'entrée donnait sur la cuisine. Quelques jours plus tard, Roy m'envoya voir un médecin avec une feuille au sujet de calculs rénaux afin d'obtenir une ordonnance de morphine. Il avait sans doute atteint le stade où il pouvait transformer l'apparence des choses au gré de ses rêves, et quand il jetait un coup d'œil dans son cabinet, il devait y voir une clientèle distinguée et variée, sans doute bien habillée à la mode de 1910, au lieu d'un ramassis de caméras renfrognées venu lui extorquer une ordonnance de morphine. Roy partait en voyage toutes les 2 ou 3 semaines. Ces voyages, qui consistaient en transport pour l'armée, étaient généralement courts. Lorsqu'il était en ville, nous nous partagions le plus souvent quelques ordonnances. Le vieux toubib de la 102e rue finit par perdre la boule et aucune pharmacie n'accepta plus de servir ses ordonnances. Mais Roy découvrit dans le Bronx un médecin italien qui voulait bien faire des prescriptions bidons. Je me piquais de temps à autre, mais j'étais encore loin d'être vraiment intoxiqué. Vers cette époque, j'emménageais dans un appartement du Lower East Side. C'était un logement modeste, dont la porte d'entrée donnait sur la cuisine.